Bienvenue sur Radio Kunaphonie, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunaphonie, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunaphonie, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunaphonie, ensemble, on avance. Pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunaphonie. Quand l'actualité dépasse la fiction, il faut des voix libres pour l'analyser. Le Grand Soir, c'est l'émission phare de Radio Kunaphonie, celle où les grandes questions du moment se posent sans détour. Les crises du Sahel, les mutations géopolitiques, la diplomatie américaine en Afrique, les enjeux de la diaspora. Des experts, des journalistes, des témoins du terrain, débats, reportages, grands entretiens et musique live. Le Grand Soir, parce que les grandes décisions méritent de grandes conversations. Radio Kunaphonie, votre radio, votre monde. Indépendance, cha-cha, tozouye. Okipwanza, cha-cha, tubakidi. Au tableron, cha-cha, baganyeo. Okipwanza, cha-cha, tozouye. Indépendance, cha-cha, tozouye. Chers auditeurs de Radio Kunaphonie, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Le Grand Soir, l'émission phare de débat, grands entretiens et d'analyses approfondies de Radio Kunaphonie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Maître Charles Kabouya, avocat au barreau de Kinshasa et de Paris, juriste international, essayiste reconnu et homme politique engagé. Auteur de plusieurs ouvrages sur la gouvernance, l'économie politique et le destin de la République démocratique du Congo, Maître Kabouya est une voix indépendante et critique qui porte un regard lucide sur les défis de son pays depuis la France où il réside. Maître Kabouya, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, cher Kadok. La République démocratique du Congo traverse une crise politique et institutionnelle profonde. Dans ce contexte, le président burundais, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a convoqué une médiation entre les acteurs politiques congolais. Les images de cette rencontre marquée par la forte présence de leaders religieux ont interpellé l'opinion. Maître Kabouya, vous avez publiquement posé une question fondamentale. La RDC est-elle encore un État laïque? Nous allons en débattre ce soir avec vous. Alors, la première question. Les images de cette médiation montrent une table où religieux et politiques sont fortement représentés. Quelle lecture faites-vous de cette configuration? Cela reflète-t-il une évolution normale de la société congolaise ou un recul de l'État laïque? Oui, bon, ce n'est pas nouveau, hein. Ce n'est pas nouveau. Les institutions ou les autorités religieuses, notamment catholiques et protestantes, sont en quelque sorte mêlées à la vie politique de la République démocratique du Congo depuis, on va même dire, depuis l'indépendance. Le tout premier cardinal congolais, le cardinal Malula, on se souvient qu'il a eu des démêlés avec le pouvoir de Mobutu, et son successeur, le cardinal Chap, ça va revenir, a eu également des démêlés avec le pouvoir de Kabila, père et fils. Ensuite, l'actuel cardinal. Le successeur de Malula, c'était le Monseigneur Mosengo. Et il a eu des démêlés avec le pouvoir de Mobutu, lui aussi. Et puis, il a été président de la conférence nationale. Hein. C'est-à-dire que lorsque le régime de Mobutu a amorcé, sous la pression internationale, la démocratisation de la vie politique, On se rappelle du nom, oui. National organisé, et Monseigneur Mosengo a été désigné comme président de cette conférence nationale. Vous voyez un peu un rôle historique qu'il a joué. Donc déjà à l'époque, moi j'étais étudiant, j'étais un observateur
je me posais toujours des questions. Comment les leaders politiques du pays ne sont pas en mesure de régler le problème politique du pays à un prélat, un dignitaire religieux dans ces enjeux politiques. Et ça a continué avec le successeur de Monsengo, celui dont j'ai oublié le nom, et puis avec l'actuel cardinal Ambongo, cardinal Ambongo, qui est lui aussi très présent politiquement. Alors, donc ce n'est pas nouveau ce qui se passe. Ça pose, comme vous disiez tout à l'heure... Oui. Pensez-vous que c'est une faiblesse des institutions étatiques ou c'est une réponse à... fondamentale. Alors, c'est une faiblesse des institutions étatiques ou c'est une réponse à un vide laissé par la classe politique? Je vais y venir. Okay. Ce rôle a plusieurs causes. Ce rôle important des églises, d'une manière générale, et des églises catholiques et protestantes en particulier, a des causes historiques. Et moi, j'ai classifié en trois catégories. Il y a des causes justement historiques, qui sont le fait que le colon, lorsqu'il est arrivé au Congo, s'est associé avec l'Église. L'Église qui était là pour convertir les indigènes. Excusez-moi du mot, mais c'était le mot employé à l'époque. Convertir les indigènes au christianisme, aller de pair avec les colons. Lorsque le colon gagnait des terres, administrait des terres, il laissait à l'Église le soin, et non seulement d'évangéliser, mais aussi d'éduquer. Ce qui fait qu'au Congo, l'enseignement a été historiquement le domaine, l'apanage de l'Église catholique en premier. Il y a eu aussi des écoles protestantes, mais c'était d'abord l'Église catholique qui s'occupait de l'enseignement. C'est-à-dire que cette Église a exercé, on va dire, une tutelle sur l'élite congolaise dès l'époque coloniale. Donc ça, ce sont les causes historiques. Il y a des causes structurelles. Vous parlez de la faiblesse de l'État. Effectivement, le pays était très bien administré par les Belges, mais avec le concours de l'Église, parce que l'Église avait un grand réseau d'écoles, de paroisses, tout ça, et qui jouait aussi un rôle important sur le plan administratif. Donc, ce que j'appelle les causes structurelles. Il y a des structures de l'Église qui aujourd'hui ont suppléé la carence de l'État parce que après l'indépendance, étant donné que la Belgique n'avait pas formé une élite, tout s'est effondré lorsque les Belges sont partis brusquement. Donc l'Église a continué à jouer ce rôle structurel. Les troisième raison, c'est que j'appelle les causes sociopolitiques. Aujourd'hui, les grandes églises sont des groupes d'intérêt. L'Église catholique gère des écoles et des paroisses, elle possède des biens qu'elle fait louer. Elle est dans la vie économique. Donc c'est un groupe d'intérêt. Ce groupe d'intérêt se mêle de la politique parce que ce groupe veut que le pays soit administré dans ses propres intérêts aussi. Ça fait plusieurs raisons qui font qu'aujourd'hui, vous voyez ce phénomène de l'Église. Alors, vous venez de nous expliquer les causes structurelles, sociales et tout, mais avec la configuration actuelle de la politique dans les pays, est-ce que vous pensez réellement que les religieux peuvent jouer un rôle capital à changer quelque chose dans la gestion, la gouvernance politique des pays? Et tout à l'heure, je disais que ce sont des groupes d'intérêt, également leurs intérêts. Ils ont, on va dire, leurs favoris dans la classe politique. C'est-à-dire qu'ils marchent avec certains hommes politiques qui représentent, on va dire, en quelque sorte, une forme de politique qui va de pair avec les intérêts de ces groupes de pression. Alors, c'est là que moi, je trouve qu'il y a un danger. Parce que l'Église n'est pas neutre. L'Église vient avec ses préférences, avec ses intérêts. Ça fait que le jeu est biaisé. Donc, l'Église se dit, bon, voilà, je suis au milieu du village, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'Église a ses préférences, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'Église, pour dire le mot crûment, l'Église est partisane. On a vu que lorsque, par exemple, le chef de l'État a initié la politique de la gratuité de l'enseignement primaire, l'Église n'était pas d'accord parce que les écoles rapportent. Ah oui? Les frais de scolarité qu'on appelle au Congo le minerval, c'est un mot, un belgicisme, entre guillemets un belgicisme, c'est hérité un peu de
du français belge. Minerve, ça vient de la déesse Minerval vient de la déesse Minerve, qui était la déesse de la science et de l'éducation. Alors, le Minerval qui est payé par les élèves représente des millions. Aujourd'hui, il y a des écoles conventionnées catholiques, par exemple, ne peuvent pas accueillir les gens les plus démunis parce que les frais de scolarité sont quand même assez élevés. On parle d'écoles conventionnées, mais ce sont des écoles privées. Ouais. Donc, comme je disais, dans l'école structurelle, les meilleures écoles sur l'étendue de la République sont des écoles tenues par les catholiques. Et ces écoles rapportent beaucoup. D'où, lorsqu'on a parlé de la gratuité de l'enseignement primaire, l'Église n'est pas d'accord. Ce qui est paradoxal, parce que l'Église est là pour prêcher l'Évangile. On connaît tous les credos chrétiens. C'est la charité, c'est l'amour du prochain, c'est l'abnégation. Tout à fait. Tout cela est très, très contradictoire. Donc, c'est un groupe d'intérêts qui va peser sur les politiques dans le sens de ses propres intérêts. Là, ça ne va pas. Alors, vous me demandez s'ils sont capables de résoudre des problèmes. Moi, je pense que la classe politique congolaise est divisée et faible. C'est pourquoi l'Église profite de cette brèche pour s'imposer quelque part. On dit que la nature a horreur du vide, parce que vous avez des hommes politiques incapables de mettre en avant l'intérêt national. Et là, par exemple, le pays est en guerre. Le pays, ça fait 30 ans que le Rwanda a profité de l'effondrement du régime Mobutu, de toutes les structures de l'armée et tout ça, l'affaiblissement du pays, pour agresser le pays, occuper des territoires, exploiter de manière illicite les ressources, piller, tuer. Donc, si nos hommes politiques étaient des hommes consciencieux, ils mettraient de côté leurs petits intérêts privés pour se mettre tous ensemble. Je prendrai l'exemple de l'Ukraine, aujourd'hui, qui est face à cette guerre avec la Russie. Donc, les voies politiques internes se sont tues. Les Ukrainiens ont un seul objectif, pouvoir bouter la Russie dehors, récupérer les territoires du Donbass et récupérer tout ce que la Russie a pris aujourd'hui. Donc, les voies internes se sont tues pour un seul objectif. On ne parle même pas d'élection. Ça fait des années et le président Zelensky est là. Dans un cas similaire en Afrique, lorsqu'il y a un cas de guerre au Mali, au Burkina, au Niger, que sais-je encore, l'Occident remet toujours la question des élections sur la table. Vous avez parlé de groupe d'intérêt. Quand on regarde un peu tout ce qui se passe maintenant, ce n'est même pas l'Église seulement. On peut parler de religion. C'est-à-dire que c'est toutes les religions. Ce sont les groupes d'intérêt. Voilà, ce sont des groupes d'intérêt. Et maintenant, qui s'érigent dans la politique, ils sont beaucoup plus forts. On a eu le cas d'un imam au Mali qui a mobilisé des foules et des foules pour faire tomber un régime démocratiquement élu au Mali, à la République du Mali. J'ai suivi cette actualité, j'étais sidéré, moi aussi. Alors, comment sortir de tous ces états? L'Église qui ne prêche plus l'Évangile, les imams qui ne prêchent plus la religion comme ça se devrait. C'est vrai, j'ai réfléchi à cette question. Je pense que l'homme africain, aujourd'hui, a une spiritualité qu'il ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas notre spiritualité. Nous sommes dans une sorte de faiblesse spirituelle, ce qui fait qu'on se fait avoir par des charlatans, des diseurs de bonne aventure. Ils vous promettent monts et merveilles, un destin, une réussite. C'est-à-dire que nous sommes dans un schéma mental animiste. Nos religions promettent la béatitude après la mort pour nous réconcilier avec elle. Mais on continue à y voir un mauvais sort plutôt qu'un passage naturel. N'est-ce pas la preuve que l'animisme reste plus fort que la foi? L'homme africain, malgré qu'il a été converti à l'islam, il a été converti au christianisme, est resté fondamentalement animiste. Le pasteur, le prêtre, l'imam, pour ne pas parler d'autres phénomènes comme au Sénégal avec les marabouts, ces personnes-là jouent le rôle de jouer dans nos sociétés anciennes. Et ce qu'on appelait les féticheurs, les féticheurs ou les sorciers ou des gens qui pouvaient vous guérir, qui pouvaient vous expliquer pourquoi vous tombez souvent malade, il y a un mauvais œil quelque part. Il y avait des gens comme ça qui étaient là. Psychologiquement, nous avions besoin. Ça, c'est humain. Parce que, même en Occident, les gens vont voir le psy pour expliquer qu'ils ont des problèmes, ainsi de suite. L'humain a besoin d'être rassuré. Et notre faiblesse, c'est que nous n'arrivons pas à faire la part des choses. Et justement, cette faiblesse spirituelle dont vous parlez, ne va-t-elle pas jusqu'à nous faire refuser la mort comme un fait normal? On préfère souvent croire à un mauvais sort
plutôt qu'accepter que la mort fait partie de la vie. Nous sommes tellement crédules, ça c'est vraiment le mot, qu'on se fait avoir par ces gens-là. Donc, le religieux apparaît à nos yeux comme un homme qui a un certain pouvoir, on va dire, extra-naturel, et un homme qui aura une sorte d'aura, qui aura une sorte d'ascendant sur notre esprit. Et ça, ces schémas jouent aussi en politique. Donc, ces groupes d'intérêts habillés en religieux, mais qui sont des groupes d'intérêts, ont aussi cet ascendant, disposent de cet ascendant, on va dire en quelque sorte spirituel, ascendant spirituel, qui fait que on leur accorde l'importance qu'ils ne devraient pas avoir. On les laisse jouer un rôle qu'ils ne devraient pas jouer. Nous sommes des sociétés faibles sur le plan spirituel. C'est pourquoi ça se passe ainsi. Donc au Congo, en plus de cela, il y a le phénomène des églises de réveil avec des pasteurs, beaucoup de charlatans, des scandales financiers, sexuels, des problèmes de pédophilie, de ceci, de cela. Donc, malgré tout cela, les gens n'ouvrent pas les yeux, ils sont crédules. Donc, c'est un problème très, très difficile. Il y a un problème de le Cameroun, psychosocial. La semaine passée, le Cameroun a pris la décision de fermer au moins 1400 églises parce que il y a eu un crime sur une petite fille de 11 ans qui a été assassinée et sauvagement poignardée par sa maman parce que le pasteur lui avait prédit qu'en faisant ce crime-là, elle allait devenir riche. C'est terrible. Elle a tué son enfant à cause de ça. Des choses qui dépassent l'entendement. Nous avons besoin d'avoir une classe politique alerte qui soit capable de faire le discernement entre ce qui est de l'ordre spirituel, qui est un droit individuel de tout être humain à la charte des droits de l'homme, a le droit d'exercer ses croyances, sa religion et ses convictions philosophiques, je voulais dire. Donc, mais c'est le rôle de la classe politique d'être des éveilleurs des masses populaires. Mais qui va faire ça? La classe politique elle-même est une victime de ces personnages qui ont un ascendant spirituel et moral sur la plupart de nos grandes personnalités. Et ça, c'est un problème très grave. Il faut déjà commencer par une prise de conscience parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire basculer la façon dont les gens pensent. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais il faut commencer par ce que l'on fait là, toucher du doigt le problème, être conscient du problème. Donc à partir de là, on pourra avancer, faire que nos sociétés produisent des générations de jeunes avec une conscience plus alerte, un sens de discernement, parce que là, je ne sais pas si vous savez que certains des religieux condamnent même la science. Lorsque on voit cela, c'est très grave. Il y a des gens qui vous disent, bon voilà, la science, c'est pas bon. Alors, la personne qui vous parle comme ça utilise un téléphone, utilise la visioconférence. Peut appeler quelqu'un qui se trouve de l'autre côté du globe terrestre et parle avec cette personne. Il ne se rend pas compte que c'est la science. C'est ça la science. La science dont eux parlent, c'est une vue courte de l'esprit comme ça. En disant, bon, les gens qui font de la science, c'est les gens qui sont dans l'occultisme ou des choses comme ça. Vraiment, c'est on va dire, quelque chose de maléfique. Ce que font ces gens à la jeunesse africaine, aux enfants, aux filles, aux garçons, qui partent avec un handicap dans la vie par rapport aux enfants qui viennent des autres continents, comme l'Asie, où aujourd'hui, ils font des progrès énormes. Comment peut-on encore en être au stade où on critique même la science? On a un gros travail à faire. Nous allons passer, on a déjà la légitimité démocratique et laïcité, et c'est vraiment le thème de ce débat, parce que quand vous avez posé cette question-là, réellement en disant que voilà, ces gens n'avaient pas leur place là-bas. Donc la société civile et puis même les groupes politiques, les groupements politiques n'étaient pas tous représentés, ils étaient beaucoup plus en nombre que ces hommes politiques. Vous l'avez signalé, et vous soulignez que aussi ces religieux n'ont pas de légitimité démocratique directe. Pourtant, leur influence semble être acceptée. Comment analysez-vous ce paradoxe dans un État censé être laïque?
Voilà, c'est ce que je peux appeler le fait accompli. C'est groupe de pression religieux agissent par le fait accompli. Parce que, comme je l'expliquais, ils ont un ascendant moral et spirituel, d'une part, et d'autre part, ils exercent du chantage en disant, voilà, ils ont des réseaux, des relais dans des coins reculés où même la présence de l'État est insignifiante. Mais eux, ils ont des réseaux, ils peuvent manipuler les gens, ils peuvent monter les gens contre le pouvoir. Ils manipulent les gens, ils ont voilà, des influences assez très fortes sur les élections. Il y a un chantage fait sur la République. Mais notre classe politique ne s'en rend pas compte. C'est totalement inacceptable. Je me rappelle, j'étais encore très jeune, j'étais écolier. Lorsque Mobutu avait décidé d'unifier les secteurs éducatifs, c'était en fait un programme, à un moment donné, malgré qu'il avait participé à l'assassinat de Lumumba, mais il fut membre du parti de Lumumba, lui-même Mobutu. Donc, curieusement, on n'a jamais compris pourquoi. Il a appliqué certaines mesures du programme de Lumumba, qui était l'unification de l'enseignement. Et l'enseignement était subdivisé entre l'enseignement catholique, protestant, l'enseignement officiel, c'est-à-dire de l'État, était insignifiant. Pour rappel, l'enseignement de l'État n'existait pas. C'est seulement à partir de 1950, je crois, 50-51, lorsque un ministre libéral belge fut nommé ministre des colonies. C'était un homme libéral, presque, on va dire, d'esprit libéral. Il a trouvé que ce n'était pas normal qu'il n'y ait pas l'enseignement de l'État. L'État ne soit pas présent. Il a commencé à créer les premières écoles qu'on appelait les écoles officielles. Dans les années 50. Et la première université de Kinshasa, c'était une université catholique. Donc, l'université officielle a été créée, je pense, en 1954 ou 56, à Lumbashi, Katanga. Donc, pour vous dire que cette influence structurelle fait qu'il y a un chantage qui continue parce qu'il y a des relais, ils ont un pouvoir, on va dire, un pouvoir de nuisance. Pour revenir sur l'image qu'on a vue à Bujumbura, il y avait autant de rédigés que des catholiques, des politiques. Un lapsus révélateur. Oui, c'était un lapsus révélateur, oui. C'est que vous savez que toutes ces personnes toutes ces images, ce sont des Congolais. Ce sont des gens qui disent qu'ils sont en train de se battre pour la démocratie, pour l'intérêt du pays. Est-ce que vous savez que depuis qu'il y a la guerre du M23, les attaques sur Uvira, il y a des camps de réfugiés congolais. Il y a plus de 10 000 Congolais dans des camps de réfugiés au Burundi. Ces gens sont venus pour rencontrer le président burundais. Ils ont été logés dans des hôtels 5 étoiles, ils ont passé leur séjour, ils sont rentrés. Aucun n'a pensé à aller voir les réfugiés qui sont à quelques kilomètres de là, les réfugiés congolais. Les femmes, les enfants qui vivent dans des camps sous des tentes. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? J'allais même en venir avec la question. J'allais en venir à vous avec la question. Le rôle de cette médiation burundaise. Le président du Burundi joue un rôle de médiateur au nom de l'Union africaine ou bien il joue ça au nom de son pays. Donc, comment évaluez-vous cette médiation? Est-elle porteuse d'une solution durable ou risque-t-elle de compliquer la situation? Vous en parlez tout de suite. Ils sont venus, ils sont restés dans les hôtels de 5 étoiles et personne n'a pensé aller voir ces réfugiés qui sont au Burundi. Et ils se disent hommes politiques, ils se disent aussi, ils n'ont pas souci de la population. Et dire que c'était l'opposition. Ils veulent le pouvoir. Tout à fait. C'est des groupes d'intérêt qu'on a vu là. Avant que je vienne sur la question principale, autre anecdote, vous savez que la guerre du M23 a fait énormément de victimes congolais. Et ces groupes soutenus, armés par le Rwanda, et que des évêques sont allés. Et on les a vus sur les photos en train de rigoler avec les chefs des rebelles, en prenant un verre ensemble, en pleine situation où des femmes, des enfants ont été violés, des gens ont été tués par cette armée. C'est comme si, je sais pas moi, au Mali, on voyait des imams et des hommes politiques aller rigoler avec les chefs des rebelles séparatistes là-bas, qui tuent les soldats, qui tuent les populations là-bas au Mali. Et il y a des images, ils sont en train de rire. Ils sont là aussi là-bas. C'est incroyable. On en a aussi. Chez nous, il y en a aussi qui sont dans ce jeu, là-bas. Ouais. Donc, alors, au sujet de la médiation, c'est une énième médiation.
Il y a eu plusieurs médiations, comme vous savez, angolaises, lorsque le président angolais était président de l'Union africaine. Il y a eu médiation du Togo, il y a eu médiation... il y a eu plusieurs groupes de contacts. Il y a eu médiation du Qatar, qui est même encore en cours. Et puis, il y a eu un accord de paix signé à Washington et qui n'est pas respecté par le Rwanda, qui devait quitter le territoire congolais. Mais le président rwandais s'entête. J'étais là, j'ai fait la couverture. J'ai fait une large couverture de l'événement. Ouais. Le président burundais, c'est un homme bien placé parce que lui aussi, son pouvoir est menacé. Son pays est menacé. Il y a des rebelles burundais, parce qu'il y a un problème ethnique, comme vous savez, dans la région. Le Rwanda et le Burundi sont des pays jumeaux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une même configuration dans le pays. À peu près 85% des Tutsis, des Hutus, pardon, et 15% environ des Tutsis. C'est pareil au Burundi. Sauf qu'au Rwanda, le président Habyarimana avait succédé à un président qui avait renversé la monarchie Tutsi. Donc c'était les Hutus, la majorité Hutus qui était au pouvoir. Tandis qu'au Burundi, c'était l'inverse. C'était la minorité Tutsi qui administrait le pays pendant des décennies. Aujourd'hui, avec la démocratisation du Burundi, avec les élections, et comme la configuration reste ethnique, c'est un Hutu qui est automatiquement élu. Donc le président actuel, il est Hutu. Et Kagame, comme il est Tutsi, le déteste. Donc, il y a, on va dire, une animosité quasiment, on va dire... entre les deux présidents, quoi. Entre les deux présidents. Donc, le président Burundi connaît bien la problématique. Vu que son propre pays est menacé, qu'il a à maintes reprises même apporté du soutien à l'armée congolaise pour éviter que les groupes qui sont supportés par le Rwanda n'arrivent trop près de la province, de la frontière burundaise, et que les rebelles qui sont au Burundi, qui sont entretenus par le pouvoir rwandais, ne puissent les infiltrer afin qu'ils viennent déstabiliser le Burundi. Donc, il a intérêt à ce qu'il y ait un accord. Donc, ce n'est pas la personne la mal placée, parce qu'il a intérêt à avoir la paix dans la région, pour lui-même, pour son pays, qui est exposé et menacé, et pour la RDC, dont la stabilité est la clé de la paix dans le Grand Lac. Le jour où ces troubles faits vont partir du Congo, le Congo n'a rien à envier au Rwanda, n'a aucune raison d'aller attaquer le Rwanda, ni le Burundi. Le Congo a tout. Donc, le jour où ils vont arrêter d'enquiquiner le Congo, il y a la paix. Ça va être un moment formidable pour relancer le développement intracommunautaire avec tous les pays de la région. Donc, j'estime que la médiation est fondée parce que c'est lui, le président en exercice de l'Union africaine, le président du Burundi, est un homme qui est au cœur de la problématique et qui est aussi à la recherche de la paix pour son propre pays. Maître, nous arrivons vraiment à la moitié de l'émission. Nous allons écouter un peu la promo et puis revenir ici sur le plateau. Restez connectés. Chacha tozuie okipwanza chacha tubakidi otablero chacha baganyeo okipwanza chacha tozuie indépendance chacha tozuie okipwanza chacha tubakidi otablero chacha baganyeo okipwanza chacha tozuie. Moussa Kalonji, Carly Mosengo. Souvenez-vous du 30 juin 1960.
Cha cha